Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer dans 13 minutes cet événement exceptionnel du programme Survey Scholar, enfin du cours Survey Scholar, qui est dédié donc à la promotion en faveur de la réalisation d'enquêtes de haute qualité statistiquement solides sur la couverture vaccinale. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un événement exceptionnel, exceptionnellement important. Car il sera entièrement consacré donc aux enquêtes de couverture vaccinale post-campagne. Je vous remercie donc d'être d'ores et déjà présents dans la salle. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir rejoint la séance avant le début. Donc, je vous invite à vérifier le bon fonctionnement de votre PC ou votre téléphone, de vous assurer que vous avez la connexion nécessaire pour participer pleinement à cet événement. C'est un événement, assurez-vous également d'avoir téléchargé la toute dernière version de Zoom et surtout, n'oubliez pas, puisque l'événement participatif implique que vous aurez la possibilité de prendre la parole, donc assurez-vous que votre micro fonctionne correctement. Ne soyez pas pris au dépourvu de ce point de vue-là. Si vous ne connaissez pas Zoom, si c'est votre première séance de rejoindre cet événement, soyez les bienvenus. Tout le monde a son premier événement en ligne. Si c'est le vôtre aujourd'hui, eh bien, nous tenons particulièrement à ce que ça se passe bien pour vous. Donc, je salue Bilé Sylvain, Ko de Côte d'Ivoire, Thomas Bolocci Kassima de Kinshasa, donc qui est connecté depuis Kinshasa en République démocratique du Congo, Kwame Etienne Gata, donc Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Bonjour à Kwame, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Abidjan il n'y a pas longtemps. Rasmata Soumaï, donc de Burkina Faso, où il y a une équipe très forte de scholars, donc de ces des personnes engagées dans le programme scolaire de l'OMS, qui est un programme donc de renforcement des capacités sous lequel donc a lieu cet événement, et en particulier dans le cadre des activités de l'accélérateur d'impact, un système pour faire la différence plus vite, mieux et ensemble. Bonjour à Jaurès Churchill Rabé Malantena, Marcel Wong du Cameroun, Jaurès donc de Madagascar, Freddy Chaka depuis Lubumbashi en RDC, Kissime Sidiba depuis le Mali, Lambert Singo donc depuis Abidjan, Kofi Hyacinthe, Paul Kouakou, donc bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Donc, si c'est votre première fois dans un événement de ce type, n'ayez pas peur. Vous recherchez la fenêtre du dialogue en direct et tout en bas, il y a une petite fenêtre qui permet donc de vous connecter et d'inscrire votre message. C'est comme tous ces trucs de chat, de messagerie instantanée, etc. sur Internet ou sur votre téléphone, plus probablement. Tout le monde peut voir donc vos messages. Attention, vous devez bien choisir que vous envoyez vos messages à tous les participants. Vous êtes en mesure de le faire. C'est ainsi que nous avons programmé euh, cette séance. J'accueille chaleureusement donc Carolina Danovaro, donc du siège de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Carolina. Bonjour, je suis ici avec Carole qui s'occupe de la rougeole rubéole ici. Bonjour tout le monde. Alors bonjour à Carole Tévi-Bénissant également, donc du siège de l'OMS. Alors les présentations continuent à défiler dans la fenêtre du chat, du dialogue en direct, donc Honoré Yao. Première participation depuis le Niger. Alors, de très chaleureuses salutations, Honoré Yao. On espère que la connexion sera avec vous aujourd'hui, que vous avez... Et avec nous aussi.
Alors, je vais vous parler de petits écueils et je viens moi-même donc d'en connaître un puisque c'est Zoom qui a planté sur ma machine, donc ça nous arrive à tous et cela vient de m'arriver. J'espère que si vous pouvez bien, si vous voulez bien, j'enregistrement. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter bienvenue pour cet événement exceptionnel donc, qui fait partie, donc, qui s'inscrit dans la démarche du cours Survie scolaire, dont la version francophone est actuellement en cours, qui vise donc ce cours vise la réalisation d'enquêtes de haute qualité et statistiquement solides sur la couverture vaccinale. Aujourd'hui, le focus, ça va être vraiment les enquêtes de couverture vaccinale post-campagne après une ASV. Donc, les règles de base pour cet événement, je vous invite à en prendre connaissance et surtout, je vous invite à vous présenter si ce n'est pas déjà fait. Donc, simplement inscrivez la ville et le pays à partir desquels vous vous connectez. Cela vous donnera un aperçu. Donc, cela se fait dans la fenêtre du dialogue en direct du chat. Cela permet aussi pour vous de voir un petit peu qui sont les gens. Il y a vraiment des participants de tous les pays francophones. Nous sommes déjà plus de 220 participants aujourd'hui. Alors, la question la plus fréquente, je vous invite à ne pas la poser. Oui, l'ensemble, la totalité des ressources sera partagée avec vous. Je vais d'ailleurs vous donner le lien qui permet de récupérer toutes les ressources, y compris les diapositives qui vont être présentées aujourd'hui par les experts réunis. Voilà, donc avec ce lien que je viens de poster dans la fenêtre du chat, vous pouvez d'ores et déjà télécharger les diapositives, mais aussi d'autres ressources qui vous seront présentées aujourd'hui pour vous aider donc dans le cadre du focus de cette journée. Donc, le programme OMS Scholar, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a beaucoup de scholars anciens. Il y a aussi des gens qui ont par le passé postulé pour les cours. Et par contre, je vois 3 Carolina Danovaro. J'imagine qu'il va falloir qu'elle a prêté son lien pour rejoindre le panel. Donc, il y a aujourd'hui plus de 5000 et plus de 3500 pour les anglophones et francophones respectivement. Il y a plus de 2300 maintenant projets et cours terminés par des anciens scolaires, donc des projets concrets. Et aujourd'hui, les projets développés dans les cours scolaires, chaque scolaire est invité à aller au-delà et de rejoindre ce qu'on a appelé l'accélérateur d'impact. Il y a aujourd'hui plus de 600 scolaires de 53 pays différents qui sont engagés dans l'accélérateur et qui ont pris le projet initialement développé dans le cours et qui visent aujourd'hui à le mettre en œuvre. Donc, je précise aussi, j'informe aussi les participants aujourd'hui qu'un nouveau cours scolaire se prépare. Donc, si vous avez déjà postulé ou même si vous n'avez jamais postulé, mais cette démarche vous semble intéressante, je vous invite donc à prendre connaissance via le lien que je vais poster là aussi dans la fenêtre du chat. Un cours qui concerne la planification de l'amélioration des données, donc pas spécifiquement les enquêtes de couverture vaccinale, mais il est clair que si vous êtes intéressé et concerné par ces enquêtes, vous êtes forcément aussi intéressé par cette question de qualité et d'usage des données. Donc maintenant, pour en venir à l'événement d'aujourd'hui, je présente tout d'abord l'équipe Survie scolaire, donc qui a contribué à la version francophone du cours, Carolina Danovaro de l'OMS, Mamadou Diallo de l'UNICEF et David Kofi de ADS Conseil. Ils se présenteront bien sûr dès qu'ils démarreront leur présentation. Alors, je précise également qu'aujourd'hui, du fait de l'affluence, donc il y a plus de 800 inscrits pour cet événement, eh bien, nous allons commencer maintenant la diffusion de l'événement en direct sur la page Facebook Digital Scholar. Donc, si vous avez des collègues, par exemple, et vous souhaitez qu'ils puissent assister à la séance, ils peuvent bien sûr rejoindre sur Zoom, mais encore plus pratique, c'est peut-être plus simple pour eux d'aller tout simplement sur cette page Facebook et cela permet d'accéder donc à la totalité de l'événement à partir du moment justement où on annonce
cette diffusion sur Facebook. Donc, je vous invite, vous pouvez, donc si vous êtes déjà sur Zoom, ne bougez pas, c'est le meilleur endroit pour participer et assister à l'événement. Mais par contre, si vous voulez partager ce lien, et bien, donc c'est facebook.com /digital scholar, ou alors vous cherchez tout simplement digital scholar sur votre Facebook. Voilà. La raison pour laquelle on diffuse sur Facebook, c'est simplement du fait de l'affluence et ce webinaire lui-même est limité à 1000 participants. Alors, je vois que je suis un petit peu en retard sur le chronomètre de cette séance, donc je vais me dépêcher pour vous inviter à découvrir l'outil questions-réponses. Donc, vous avez un outil qui apparaît en tapant avec votre doigt sur votre téléphone sur l'outil Q et R, donc questions et réponses. Apparaîtra alors une fenêtre où vous pouvez poser votre question. Et ensuite, je vous invite surtout, une fois qu'il y aura des questions, à voter pour les questions auxquelles vous souhaitez avoir une réponse. Comment est-ce qu'on vote? Eh bien, il faut trouver la petite main avec le pouce levé et taper dessus avec votre doigt ou avec votre main. Voilà, donc maintenant, en préambule, et pour vous donner un petit peu un aperçu du caractère participatif de cette séance, je vais vous inviter donc à compléter un sondage. Donc, ce sondage, c'est nous qui allons vous poser des questions. Je vais demander aux panélistes de bien vouloir couper leur micro, sauf s'ils souhaitent prendre la parole. Donc, vous verrez une ou plusieurs questions sur votre écran. Répondez aussi vite que possible. Une fois que suffisamment de personnes auront répondu, nous partagerons les résultats. Donc, il y a 4 questions pour vous. Vous les voyez aussi, mais je vais démarrer. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre. Mais là, je vais cliquer, donc je vais lancer le sondage. Et là, vous allez tous être invités à compléter le sondage. Donc, la première question, mais souvenez-vous qu'il y en a 4. La première question, c'est dans quelle campagne de vaccination avez-vous participé ces 5 dernières années? Donc, allez-y, là, vous pouvez cocher plusieurs cases. Cochez donc les cases qui correspondent et ne soyez pas timide. Donc, il suffit sur votre téléphone donc, de cocher. Voilà, ok, c'est parti. Donc, on a rougeole, fièvre jaune, choléra. Alors, évidemment, la rougeole prend les devants. Et une fois, donc, souvenez-vous, il y a 4 questions. Donc, vous n'avez pas terminé le sondage tant que vous n'avez pas répondu aux 4 questions. La deuxième question, avez-vous contribué à une enquête de couverture vaccinale au cours de ces 5 dernières années? Donc là, on est pour l'instant partagé à peu près moitié-moitié entre ceux qui répondent oui et ceux qui répondent non. Donc, n'oubliez pas en bas à droite, si vous êtes sur votre téléphone, tapez avec votre doigt pour accéder à la question suivante. Et la question suivante, c'est donc, êtes-vous au courant de l'existence d'une mise à jour de la méthodologie de l'OMS pour les enquêtes sur la couverture vaccinale? Donc, mise à jour de 2015 qui a été finalisée en 2018. Et là, les 3/4 d'entre vous répondent oui. Et enfin, là, êtes-vous actuellement donc aujourd'hui impliqué dans la préparation ou la mise en œuvre d'une enquête sans le S de couverture post-campagne? Alors là, on est à environ 40% qui répondent oui, et vous êtes plus de 160 à avoir voté. Donc allez-y, ne soyez pas timide, tout le monde peut participer. Si vous ne trouvez pas tout de suite l'outil sondage ou si vous ne comprenez pas comment ça marche, c'est tout simple. Vous faites votre choix et après vous cliquez question suivante et à la fin vous cliquez pour envoyer votre sondage. Voilà, donc là on est à plus de 200 des participants qui ont voté. Donc, et là, il me semble qu'il y a, ok, ça s'est ralenti, on est à 220. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, dépêchez-vous si vous n'avez pas encore voté. C'est votre dernière chance. On va attendre les... Ouais. Voilà, ça s'est ralenti. Donc, ce sont peut-être des personnes restantes, sont celles qui ont justement des difficultés techniques. Donc, on va maintenant partager ce sondage, les résultats de ce petit sondage avec vous. Et c'est là où je vais me tourner vers Caroline Adanavaro et peut-être les d'autres intervenants pour qu'ils commentent ce résultat.
et qu'ils introduisent donc la présentation. Carolina, donc je vais arrêter de partager mon écran, ce qui vous permettra de partager le vôtre. Mais tout d'abord, vos commentaires, vos réactions, vos réflexions par rapport à ce que viennent de nous dire les participants à travers ce petit sondage. Merci. Bon, c'est intéressant que la plusieurs parties de les campagnes de vaccination. Aussi, autres, j'imagine que ça peut être polio, etc. Mais aussi, c'est très intéressant pour nous voir que vous avez été impliqué dans les enquêtes de couverture vaccinale. Ça nous encourage pour votre intérêt et vraiment aussi savoir que la majorité des personnes connaissent qu'il y a la mise à jour de la méthodologie de l'OMS, les recommandations, les guides pour les enquêtes de couverture vaccinale. Et finalement, que même si la majorité ne sont pas impliquées maintenant, c'est important de savoir que maintenant, il y a une nouvelle méthodologie et aussi que toutes les campagnes qui ont été supportées par Gavi doivent avoir une enquête de qualité. À vous. Okay, merci Carolina. Alors je vois des intervenants mystères qui s'appellent aussi Carolina Danovaro. Donc on va lever le mystère. J'imagine que c'est peut-être Mamadou Diallo qui est à l'appareil. Oui, on vous écoute. Alors bonjour à tout le monde. Donc je me présente tout d'abord. Donc c'est Mamadou Diallo de l'UNICEF. Je travaille ici au siège à New York et avec Carolina, on a beaucoup travaillé sur les enquêtes et David Kofi et les autres. Donc, je félicite à tout le monde qui a déjà participé au cours jusqu'à présent. Et sur les réponses de l'enquête, sur les réponses des questions posées tout à l'heure, c'est très intéressant de voir que il y a de plus en plus de monde comparativement au début qui ont participé dans les enquêtes, qui ont fait des designs, etc. et même qui peuvent répondre à ces questions-là. Donc, j'aimerais vraiment féliciter Carolina et toute l'équipe de scolaires et tous qui ont organisé ce training-là pour qu'il y ait plus de monde qui soit impliqué dans ce cours-là. Donc, je reste ici. Je vais faire partie de la présentation et je souhaite à tout le monde la bienvenue et surtout bien des plaisirs dans les enquêtes de couverture à venir. Merci Mamadou Diallo. Maintenant, David Kofi pour réagir donc sur le mini sondage et puis aussi évidemment pour se présenter. Bonjour, je me présente, je suis Dr David Kofi, je dirige le cabinet ADS et je voudrais d'abord vous dire merci à tous pour votre présence aussi nombreuse. Et je crois que c'est une très bonne chose que les personnes qui sont là aient déjà participé à des enquêtes de couverture vaccinale ou vont en faire bientôt, et aussi qu'il y ait des personnes qui n'ont jamais participé à ces enquêtes. Ce qu'on cherche à la fin, c'est qu'il y ait une masse critique de personnes qui ont déjà participé à ces enquêtes ou qui ont eu des formations sur ces enquêtes pour qu'au niveau des pays, et il n'y a plus cette excuse de nous ne savions pas et voilà pourquoi nous faisions comme ça. Maintenant, on n'aura plus cette excuse d'ici peut-être quelques années parce que tout un chacun, dans tous les pays, on aura au moins une ou deux personnes qui savent c'est quoi ces nouvelles directives de l'OMS pour les enquêtes de couverture vaccinale. Merci. Merci David Kofi. Ok, maintenant je vais revenir vers Carolina Danovaro pour qu'elle puisse partager son écran donc avec la présentation. Et maintenant c'est à vous donc avec une présentation à plusieurs voix, il me semble, pour donc rentrer dans le vif du sujet. J'invite donc les participants
à utiliser l'outil questions-réponses. Donc, cherchez le petit Q et R sur votre téléphone ou sur votre PC. Et c'est là où vous pouvez inscrire vos questions. Mais en fait, le plus important, c'est pas seulement de poser des questions, mais c'est surtout de voter pour les questions auxquelles vous souhaitez voir les experts réunis apporter des éléments de réponse. Donc, c'est à vous, Carolina. Il faudra bien sûr activer le micro. Oui, alors Carolina semble avoir un souci pour activer son micro. Petit webinaire aujourd'hui. Il y a 6 parties. On va commencer, on a fait l'introduction et vraiment, je passe le micro à Carole. Elle s'occupe des enquêtes, des campagnes, de toutes les activités de rougeole rubéole ici à l'OMS. Carole? Bonjour tout le monde. Comme a dit Carolina, je suis dans l'équipe qui s'occupe de la rougeole au siège de l'OMS et je m'occupe plus en direct de l'appui au pays pour la planification des campagnes de vaccination rougeole. Donc, l'enquête de couverture post-campagne, c'est l'AVS, c'est une activité en fait qui est en dehors de la routine. C'est toute activité qui est conduite en dehors de la vaccination systématique. Et l'enquête de couverture va évaluer la qualité de l'enquête de la campagne de rougeole ou de rubéole. Mais la campagne ne remplace pas du tout, l'enquête de couverture ne remplace pas la campagne. Donc, l'enquête de couverture va vous aider à évaluer, à estimer la couverture de cette campagne et les résultats de cette enquête de couverture va vous aider à planifier les prochaines campagnes à venir parce que vous allez voir dans quelle région la campagne a été bien mise en œuvre. Et si dans une région, la campagne n'a pas été bien mise en œuvre, il faudra mettre l'accent à la prochaine campagne, il faudra mettre l'accent dans ce district ou dans cette région. L'enquête de couverture ne remplace pas la supervision ni le monitorage externe. Et l'enquête de couverture, le résultat de l'enquête de couverture, le résultat vient après la campagne. Donc, le ratissage que vous faites pendant la campagne vous aide à remonter la couverture de cette campagne. Mais comme l'enquête de couverture, les résultats de l'enquête de couverture arrivent bien après, c'est trop tard pour rattraper les erreurs que vous devez faire pendant la campagne. Donc, les 3 points sont super importants. Alors, pour revenir, les pays Gavi sont tenus, j'insiste sur le mot tenu. En fait, les pays Gavi doivent mener une enquête de couverture après la campagne. Et Gavi exige, je reviens sur ça parce que moi, j'assiste aux délibérations du comité indépendant de revue des applications. Et cette partie, cette enquête de couverture, les comités indépendants regardent les résultats des enquêtes de couverture des campagnes précédentes. Donc, le pays, il doit faire une enquête de couverture après la campagne. Donc, les pays qui sont Gavi doivent mener une enquête de couverture de qualité qui soit représentative à l'échelle nationale et qui soit basée sur un échantillonnage aléatoire. Je pense que Carolina ou David ou Mamadou vont revenir sur ça, mais c'est les 3 caractéristiques de l'enquête qui est demandée au pays Gavi.
la fiabilité des estimations de couverture doit constituer une priorité. Excusez-moi. OK. La fiabilité des estimations doit constituer la priorité d'une enquête post-campagne par échantillonnage aléatoire et les pays sont encouragés à envisager l'utilisation des données d'enquête post-campagne. L'utilisation de ces données peut vous aider à mener des actions correctrices dans la routine après. Donc, les données que vous avez récupérées après l'enquête de couverture peuvent aider à améliorer le service du point de vue local, mais du point de vue national. Donc, les résultats de l'enquête peuvent aider à améliorer le programme de vaccination. Je vais m'arrêter là et je sais que Carolina a mis aussi un lien de Gavi, mais je sais qu'il y a des collègues de Gavi qui sont sur l'événement. Je sais que Yann est là, je ne sais pas, je suis arrivée un peu en retard. Je pense que si les collègues de Gavi peuvent réagir, je leur laisse la parole. Merci. Alors, Reda, s'il y a quelqu'un qui veut parler, sinon on va continuer. Le document de Gavi, quand même, est dans les Dropbox que nous avons partagés. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Gavi, sinon je vais continuer et après revenir à les gens de Gavi, s'ils veulent nous donner des précisions. Donc, l'autre information que c'est important, c'est que nous avons des recommandations pour les enquêtes de couverture vaccinale. Et cette guide a été publiée comme un draft en 2015 et après vraiment publié l'année passée, 2018. Et les choses que c'est différent, vraiment, c'est que les méthodes d'échantillonnage sont aléatoires. Et aussi, il rappelle des points très importants, que c'est la qualité et minimiser les biais. On va parler de ça. Et les mêmes manuels nous donnent des guides pour faire des enquêtes pour la vaccination systématique et aussi si on veut faire pour les activités supplémentaires de vaccination des campagnes. Ici, David va ajouter un peu plus, mais les différences principales entre les enquêtes post-campagne et les enquêtes de la vaccination systématique sont que les enquêtes après campagne, vraiment les tranches d'âge, normalement, est plus grand parce que la campagne, c'est 2 fois les enfants de 6 mois à 5-9 mois, sinon pour la rougeole, rubéole, 2 fois jusqu'à 15 ou 19 ans, etc. Habituellement, il n'y a pas de carte de vaccination ou s'il y a, c'est tout petit comme dans la photo. Et les formulaires, c'est normalement court. La vaccination systématique, normalement, c'est la tranche d'âge qui est de 12 à 23 mois ou est 24 à 35 mois s'il y a la deuxième dose de rougeole à 18 mois, par exemple. Donc, pour ça, c'est qu'on doit avoir normalement des échantillons plus grands. Les carnets de vaccination de la routine, de la vaccination systématique, sont plus longs. Et aussi, les formulaires, normalement, prennent beaucoup d'informations. Mais sinon, les questionnaires entretiennent avec les parents et après, l'analyse et la publication des résultats, c'est un peu la même chose. À David, merci. Allô? Oui. Oui, je voudrais ajouter, pas grand-chose, dire que l'utilisation, par exemple, des moyens électroniques pour l'enregistrement des données sur le terrain est quelque chose qui peut être facilité lorsqu'on est dans l'enquête post-campagne. Donc ça, c'est très important. Et du fait qu'on ait beaucoup d'enfants où la proportion de la population cible est importante, on peut se retrouver avec très peu de ménages par grappe. Par exemple, dans l'enquête qui a été conduite
il n'y a pas longtemps au Bénin, on avait 8 ménages pas graves. Donc, cela peut quand même faciliter le travail sur le terrain, donc ça peut quand même donner plus d'exigences au niveau de la qualité. Voilà juste quelques choses que je voudrais donc ajouter à ce que Carolina vient de dire. Merci. Merci, David. Et donc, l'autre chose sur les diapos maintenant, c'est que l'OMS n'a pas que seulement la guide, les manuels des campagnes, des enquêtes, pardon, mais si aussi nous essayons d'avoir plusieurs des outils pour vous aider à planifier pour la mise en œuvre et pour l'analyse. Et maintenant, David va nous présenter la guide pratique que c'est déjà dans les Dropbox pour l'implémentation, pour la mise en œuvre des enquêtes post-campagne. À vous, David. J'ai un petit problème avec le micro. Merci beaucoup. Il y a donc un guide, pas un guide en tant que tel, mais une adaptation de ce guide aux enquêtes post-campagne qui va être en circulation bientôt. Et l'accent est mis justement sur l'enquête post-campagne en tant que telle. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire surtout pour avoir une enquête post-campagne de qualité. Il est bon de souligner que une enquête n'est pas un standard d'or. Ce n'est pas parce qu'on a fait une enquête qu'on a des informations qui sont obligatoirement de qualité. Il faut se méfier de cette évidence-là. Mais il faut être conscient qu'une enquête peut être une enquête de mauvaise qualité et donc les résultats que cette enquête va donner ne servent pratiquement pas à grand-chose si on n'a pas pris conscience de ce qu'on doit faire pour avoir une enquête de qualité. Et ce qu'on doit faire pour avoir une enquête de qualité sont très bien connus. Il suffit simplement d'y penser et de prendre les dispositions pour éviter ce qui peut gêner cette enquête dans le but d'avoir une enquête de qualité. On parle de la planification. Évidemment, si la planification est bien faite, comme on dit, tout ce qui se conçoit clairement va s'énoncer sur le terrain de façon beaucoup plus simple. Et pour avoir une bonne planification, la première des choses, c'est d'être capable de réunir une équipe. Quand on dit une équipe interdisciplinaire, il y a, je dirais, plusieurs groupes de personnes. Cette équipe interdisciplinaire, il y a d'abord ceux qui savent. Ceux qui savent c'est quoi une enquête de bonne qualité, c'est quoi les exigences d'une enquête de bonne qualité. Et ces personnes-là, on les trouve dans nos pays. D'abord, au niveau des instituts de statistiques, parce qu'on dit que ce sont de nouvelles directives, mais dans la réalité, elles ne sont pas aussi nouvelles que ça. Ce sont des façons de faire qui sont utilisées depuis tout le temps par nos collègues des instituts de statistiques. Donc, ils savent très bien comment le faire. Donc, si on veut des personnes qui maîtrisent cette façon de faire, on n'a qu'à traverser la route, on va à l'Institut de statistique et on trouvera des dizaines de personnes qui sont prêtes à nous aider. Donc ça, c'est important. Il y a aujourd'hui aussi des scolaires qui peuvent aider. Donc quand on parle de personnes qui savent, n'oublions jamais les personnes qui travaillent à l'Institut de statistique, qui sont habituées à cette façon de faire des enquêtes. Il y a aussi ceux qui détiennent les éléments clés. Par exemple, les bases qui vont servir aux sélections des graphes, ceux qui détiennent les cartes, ceux qui détiennent les éléments clés, c'est encore les personnes qui travaillent aux instituts de statistiques. Donc, vous voyez que ces personnes-là sont incontournables. Et nous devrons pouvoir les associer dès le départ à toutes les enquêtes que nous allons faire, que ce soit des enquêtes post-campagne ou des enquêtes de couverture, sur la couverture de routine. Ça, c'est très important. Et donc, la première des choses à faire quand vous allez commencer à planifier une enquête, c'est d'aller auprès de ces personnes qui savent comment on fait des enquêtes selon cette nouvelle directive et qui détiennent les éléments clés pour organiser et planifier cette enquête. Il y a ensuite, je dirais, ceux qui financent, parce qu'au fond, on ne les associe pas souvent. On pense que leur rôle est marginal et quand on aura fini de réfléchir, de planifier, on ira gentiment les voir et leur demander
si vous voulez, donc, de financer. Ce qui n'est pas vrai. Il faut commencer dès le début à travailler avec ceux qui détiennent le financement. Je dirais que ceux qui détiennent le financement, c'est ceux-là même qui détiennent la clé de l'enquête, parce que selon leur comportement, ils peuvent ralentir, ils peuvent gêner et mettre en mal l'enquête. S'ils n'ont pas été associés dès le début, on va le voir pourquoi par après. Ensuite, je dirais ceux qui peuvent prendre des décisions administratives, hein, parce qu'on est dans un pays, il y a des personnes, même si vous savez, même si vous détenez les informations stratégiques, même si vous avez les finances, mais vous n'avez pas la décision. Celui qui a la décision, c'est celui qui a un niveau administratif lui permettant de prendre les décisions. Mais tout ce que vous pouvez faire en tant qu'expert, c'est de lui donner la bonne décision à prendre. Donc, n'oublions jamais ceux qui financent, n'oublions pas ceux qui ont la capacité administrative de décider. Non pas à notre place, mais de décider parce que c'est eux qui ont la décision. Et nous, en tant qu'experts, ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que cette décision-là soit la meilleure possible. Ensuite, il ne faut pas oublier ceux qui maîtrisent très bien le terrain. On parle souvent, on oublie ceux qui maîtrisent le terrain. Mais si on n'associe pas des personnes qui ont une bonne connaissance du terrain, eh bien, on peut prendre de bonnes décisions, mais ces décisions-là peuvent se retrouver non adaptées au terrain. Et on peut prendre des décisions qui seront des approximations hasardeuses, et ces approximations-là peuvent se retrouver en train de gêner la mise en œuvre, notamment sur le terrain. Donc voilà les 4 groupes de personnes, ceux qui savent, ceux qui détiennent les éléments de base, ceux qui vont financer et ceux qui ont la décision administrative, et je dirais en 5e lieu, ceux qui ont une très bonne maîtrise du terrain sur lequel nous voulons aller travailler. Et voilà comment on peut engager les parties prenantes. Engager les parties prenantes, c'est d'abord leur donner une information de base et expliquer à toutes ces personnes c'est quoi les éléments clés d'une bonne enquête. Comment faire en sorte qu'une enquête soit une enquête de qualité. Il faudrait que toutes ces personnes, une fois réunies, quelqu'un prenne la décision de donner cette explication pour que vous soyez tous au même niveau d'information, mais bien plus que le même niveau d'information, nous soyons tous au même niveau de désir de réaliser une enquête de qualité. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont envie de réaliser une enquête de bonne qualité et les autres, mais c'est ensemble et après l'information préalable qu'on peut maintenant commencer ce qu'on appelle donc la planification. On ne planifie pas si on ne maîtrise pas les éléments de qualité d'une enquête. Sans ces éléments de qualité, sans les partager avec l'ensemble du groupe, on ne pourra pas avoir une très bonne planification. Ensuite, les objectifs que nous allons fixer, il ne faudrait pas que ces objectifs-là soient trop ambitieux. Je ne dis pas de rester en dehors de la qualité, mais que ces objectifs-là soient tellement ambitieux qu'ils finalement peuvent gêner la qualité elle-même. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de financement pour le faire et sur le terrain, on peut se retrouver dans des complexités telles qu'il aurait fallu donc de réduire cette enquête, c'est-à-dire notre ambition. Mais on ne négocie pas à proprement donner la qualité. Donc, par exemple, on va faire des enquêtes dites descriptives sans stratification, parce qu'on sait que la stratification va augmenter la charge de travail, le budget et la complexité. On peut avoir des enquêtes descriptives. Maintenant, il y a Mamadou qui est là, qui nous dira si éventuellement, après une enquête dite descriptive, il est possible d'utiliser cette enquête descriptive ou non pour avoir des comparaisons ou même faire éventuellement des classifications. Dans les objectifs que nous allons nous fixer, il ne faut pas oublier une chose qui est peut-être, je ne dis pas la chose la plus importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est les zéro doses. Est-ce que l'enquête va nous permettre de dire quels sont les enfants qui, après cette campagne, n'ont jamais reçu de vaccination, de vaccin? Et pour moi, le fait de penser à ces enfants-là, je dirais que c'est ce qu'on appellerait la valeur ajoutée de la campagne. Si vous allez vacciner encore les enfants qui sont habituellement vaccinés, c'est vrai, ceux-là recevront une deuxième opportunité,
Mais si on ne vaccine pas ceux qui habituellement ne le sont pas, eh bien, on peut dire qu'on pêche parce qu'on est d'abord dans un phénomène d'inéquité et on n'aura, je dirais, pas gaspillé l'argent pour faire la campagne, mais on n'aura pas vraiment atteint cette valeur ajoutée. Donc, cette valeur ajoutée, on devrait pouvoir la mesurer. Et effectivement, non pas la mesurer, mais que toutes les personnes qui vont travailler à la campagne doivent se dire qu'on fait cette campagne pour toucher ceux qui habituellement ne le sont pas. Et si c'est un travail qui a été fait de cette sorte, on peut peut-être à la fin évaluer et dire que très bien, après cette campagne, il n'y a pratiquement plus d'enfants qui n'ont jamais reçu de dose de vaccin. Et ça, ces 0 doses-là, pour moi, c'est vraiment ce travail que nous devons faire à la fois dans la mise en œuvre de la campagne, mais aussi dans l'évaluation que nous allons en faire. Et il est possible de quantifier ces enfants-là. On peut quantifier, si on a fait une bonne pondération, lors de l'analyse, on peut avoir à peu près combien d'enfants ils sont. Je crois que dans l'enquête que nous avons eu à faire au Libéria, on a démontré qu'il y avait encore près de 15 000 enfants qui n'avaient jamais reçu de vaccination contre la rougeole et pendant la routine et pendant donc cette campagne-là. On va dire un mot pour terminer sur le budget. Évidemment, on dit que le budget, c'est le nerf de la guerre, mais pour faire un bon budget ici pendant pour une enquête, c'est d'abord être le plus précis possible. Quand on a fini de faire les choix, on ne peut pas faire le budget quand on n'a pas fini de faire les choix. Est-ce qu'on va faire une stratification? Est-ce qu'on va faire un recensement des ménages? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand on a fini tout ça qu'on essaie de voir combien ça va nous coûter. Et donc, ce va-et-vient à la fois entre la planification et le budget est quelque chose d'essentiel. Mais après avoir fait notre budget, qu'est-ce qui reste? On n'a pas fini l'exercice. Il faut encore discuter et discuter, absolument discuter avec ceux qui vont financer. Parce que vous pouvez décider quelque chose, mais celui qui finance peut vous dire que ceci ou cela, je ne peux pas le financer, telle ou telle rubrique, je ne peux pas le faire. Et le temps de mise à disposition des ressources, ce temps-là est insuffisant pour moi et mes procédures ne le permettent pas. Donc, le tout n'est pas de faire le budget, mais c'est de négocier et de discuter encore avec le partenaire ou celui qui a la décision de financement pour qu'on puisse s'harmoniser avec lui. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré de grands problèmes dans les enquêtes, simplement parce qu'on ne s'était pas entendu avec celui qui devrait financer et arrivé à un certain moment de l'enquête, on s'est retrouvé coincé. Et donc, il faut faire le budget, il faut l'évaluer de sorte qu'il soit faisable. Ensuite, il faut l'évaluer dans cette faisabilité-là. Il y a aussi les démarches pour pouvoir donc faire le financement. Ensuite, on va parler du processus de planification. On a déjà dit quelques mots. Mais ici, c'est se demander comment faire en sorte que l'enquête soit bien planifiée. On en a parlé. Mais comment est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse planifier au bon moment? Ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait encore travailler. Moi, je crois, avec ma petite expérience, qu'il est possible de pouvoir faire une enquête post-campagne. Quand je dis immédiatement, c'est immédiatement. C'est-à-dire une semaine après la fin de la campagne, rien ne nous empêche de faire l'évaluation de cette campagne. Absolument rien ne nous empêche. Donc, si on commence à planifier pendant la campagne, la planification de la campagne elle-même, on peut tout mettre en place et juste immédiatement, une semaine après la fin de la campagne elle-même, il est possible de faire donc cette enquête-là. Ensuite, on parle comment minimiser les biais et améliorer la qualité. Évidemment, on en a parlé un peu. Premièrement, c'est les biais de sélection. L'échantillonnage probabiliste, comment choisir les grappes et faire en sorte qu'on ait une bonne connaissance et que tous les éligibles probables aient une probabilité non nulle et surtout connue d'être sélectionnés.
Je crois que ces choses-là sont des choses techniques. Elles ne nécessitent pas beaucoup de difficultés à partir du moment où on peut les confier à une institution comme l'Institut national des statistiques ou qui peut avoir d'autres dénominations dans les pays. Et le plus important, c'est de savoir comment on va sélectionner les ménages. Et le fait de sélectionner les ménages par l'équipe de coordination, elle ne doit pas être faite par des enquêteurs. Mais là où on peut avoir quelques difficultés, maintenant on sait comment sélectionner les ménages indépendamment des acteurs. Mais cette sélection des ménages indépendamment des acteurs du terrain a un coût. Est-ce qu'il faut aller faire, il faut aller faire le recensement des ménages et en sélectionner quelques-uns, mais ce recensement des ménages a un coût qu'il faut pouvoir budgétiser et supporter. Mais dans la sélection, il y a aussi la sélection des éligibles. Il y a des personnes qui disent, est-ce qu'on prend tous les éligibles qu'on trouve sur le terrain, une partie des éligibles. Mais sélectionner une partie des éligibles, une fraction des éligibles, cela suppose qu'on a un mécanisme de sélection de cette fraction qui soit complètement indépendante des acteurs de terrain, ce qui est parfois très difficile à réaliser. Voilà pourquoi, je ne dis pas la directive, mais le conseil, c'est de prendre tous les éligibles qu'on trouve, d'autant plus qu'on en trouve un, deux ou trois, ce n'est pas beaucoup. Et comment faire en sorte de ne pas exclure des ménages? Et il y a aussi la formation. Et si on veut avoir une bonne enquête, il faudrait que la formation soit bien faite. Et c'est la formation qui donne des capacités aux personnes pour pouvoir suivre correctement les exigences de qualité à travers les directives qu'on leur donne, et surtout que cette supervision-là, une supervision soit bien faite. Et pour les biais d'information, il y a la mise en œuvre. Je l'ai dit, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois, même 1 mois. Si on est bien organisé, on peut faire l'enquête immédiatement après donc, la campagne, même 1 semaine pour moi, ce n'est pas donc de trop. Évidemment, les outils qu'on va utiliser sont des outils, il ne faut pas aller réinventer la roue, les outils existent déjà et on ne va pas faire une enquête pilote en tant que telle, mais on peut tester ces outils-là pendant que nous sommes en train de faire les formations, puisque les formations, il y aura donc des exercices pratiques dans les ménages et on peut l'utiliser pour tester donc les outils. On a dit que la formation et la supervision sont de mise. Donc, faire une bonne formation, c'est à la fois donner la capacité aux personnes de répondre sur le terrain vis-à-vis des exigences de qualité, mais il faut savoir qu'il n'y a pas les compétences. Il y a les compétences, mais il y a aussi la qualité du milieu de mise en œuvre. Donc, si vous formez les personnes, il faudrait pouvoir leur donner un milieu de mise en œuvre qui soit suffisamment bon. Donc, cela va passer par ce qu'on appelle la micro-planification et la mise à disposition de moyens qui sont adaptés pour que donc, cette enquête-là puisse se faire correctement sur le terrain, pour que les compétences qui ont été acquises puissent se mettre en œuvre facilement sur le terrain. En résumé, je dirais que si on veut avoir une bonne enquête, il faut savoir d'abord qu'est-ce qui fait qu'une enquête ne peut ne pas être bonne. D'abord, c'est la planification. Il faut que la planification soit bien faite par des personnes, je dirais, qualifiées. On en a donné un peu ici les qualités, les qualifications. Il faudrait que dans la mise en œuvre, on ait à la fois des acteurs qui sont capables et que le milieu dans lequel ils vont travailler ait été pensé pour faciliter la mise en œuvre de ces compétences. Et enfin, je dirais que dans l'analyse, et je crois que Mamadou va en parler, n'oublions pas cette analyse pondérée qui fait quand même la nouveauté de ces directives. Enfin, la restitution et des résultats. Il faut dire que si vous faites une enquête et que vous restituez les résultats 1 année plus tard, apparemment, cela n'intéressera personne. Donc, la restitution doit se faire, je dirais, 1 semaine juste après l'enquête, c'est-à-dire après avoir enregistré les données, analysé, 1 semaine après, on devait pouvoir donner les premiers résultats. Voilà donc ramassé en quelques slides ce que je voulais dire sur comment faire en sorte d'avoir une enquête de qualité. Je vous remercie. Merci David. C'est maintenant à Mamadou qui va nous donner un peu de précision, mais on a déjà montré un peu les tableaux. Mamadou?
Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Mamadou. Juste un rappel sur le temps. Donc, on est à la 45e minute. On va aller jusqu'à 17h30. Mais j'attire l'attention des présentateurs sur le fait qu'il y a 56 questions ouvertes. Alors, je demande aussi aux participants de préciser des questions qui sont en rapport avec le contenu de la présentation et non pas des préoccupations d'ordre général du type comment je peux participer à une enquête. Essayez de rester sur le sujet précis de manière à ce que les présentateurs puissent utilement vous répondre plus tard. Merci. Merci, merci Rada. Donc, moi, je vais très brièvement, étant donné le temps qu'on a, faire un très bref rappel sur l'analyse en général. Comme ça, on aura plus de temps pour les questions. Je pense que c'est ça qui est le plus important ici. Je ne sais pas si Carolina ou quelqu'un d'autre peut aller à la diapo 11. Donc, je pense que Carolina et Dr. Kofi ont bien montré les objectifs et le processus de l'enquête, l'implémentation, comment faire. Donc, moi, je vais un peu insister sur la représentativité de l'enquête. Donc, une des grandes nouveautés ici, c'est de faire le maximum pour que l'enquête soit représentative de la population cible. Et comme vous le savez, la population cible est très diverse. Et l'idée de capturer la représentativité, c'est de s'assurer que toutes les composantes de l'enquête, toutes les composantes de la population sont capturées dans l'échantillon. De ce fait, quand les estimés seront faits, on pourra représenter toutes les fractions de cette population cible. Donc, si vous regardez dans la diapo 11, donc vous voyez que ici, on a essayé très rapidement de montrer des différentes situations qui peuvent arriver dans une strate. Par exemple, si vous regardez à gauche, les quatre carrés, vous avez les colonnes. Chaque colonne peut être pensée comme étant une grappe. Et donc, on peut penser un box étant une strate. Vous voyez ici ce qu'on a essayé ici de représenter 4 différents scénarios. Et le premier box qui est en haut à gauche, vous voyez que la moitié du box, tout le monde est vacciné. Dans ces grappes-là, les grappes sont vaccinées à 100%. Alors que les grappes blanches, personne n'est vacciné. Donc ça, c'est une illustration qui montre qu'on a 50% de couverture, mais ce n'est pas uniforme à travers la strate. Donc, si on ne choisit pas notre échantillon de façon représentative aléatoire et que, par exemple, qu'on laisse ça à la portée des enquêteurs ou sur le terrain directement, on peut arriver à choisir de façon disproportionnée des individus ou des ménages ou des grappes qui sont plutôt dans la partie bleue ou dans la partie blanche et ne pas représenter fidèlement cette situation. Et vous voyez que dans les autres carrés, on a des situations similaires. Toutes ces situations-là ramènent à une couverture de 50%, mais la physionomie de la strate est très différente. Donc, si on ne choisit pas de façon aléatoire en distribuant l'échantillon à travers la strate, on risque de tomber dans une partie du graphe qui va faire que nos estimés à la fin vont être biaisés par rapport à la façon dont on est tombé dans le graphe. Donc, il est très important de choisir l'échantillon de façon aléatoire, de façon à couvrir toutes ces situations où on a des grappes à faible couverture représentées proportionnellement dans l'enquête, où on a des graphes à haute couverture, à moyenne couverture, etc., représenter la diversité. Maintenant, juste pour finir avec la pondération ici, ce qui est très important ici, c'est que quand on choisit l'échantillon, on choisit l'échantillon selon un processus, un
un mécanisme physique de sélection qui est aléatoire. Donc, la façon dont on choisit un ménage, la façon dont on choisit une grappe, c'est un processus physique aléatoire. Mais c'est un processus aléatoire qu'on a designé, donc que nous avons choisi. Nous connaissons la probabilité qu'une certaine grappe se retrouve dans l'échantillon ou qu'un certain ménage se retrouve dans l'échantillon. Et cette probabilité-là, elle n'est pas la même à travers le pays à cause de la stratification, à cause des différentes tailles des grappes, à cause des différentes tailles des strates, etc. Il y a plusieurs ingrédients qui vont dans ce calcul-là. Donc, après avoir obtenu notre échantillon avec certaines probabilités de sélection qui ne sont pas les mêmes à travers notre échantillon, on est obligé, donc j'insiste, on est obligé d'en tenir compte en pondérant notre échantillon selon ce processus de sélection-là. Si on ne pondère pas notre échantillon selon ce processus de sélection-là, notre représentativité est faussée. Donc, pour maintenir cette représentativité, on pondère l'échantillon selon la probabilité qu'on a choisi cet échantillon-là. Et donc, cette pondération-là nous permet de garder la représentativité. Et quand on fait les rapports, quand on calcule nos indicateurs au niveau national, au niveau des strates, au niveau des groupes qu'on a choisis, on s'assure que cette pondération est prise en compte. Donc, l'idée de cette présentation n'est pas de passer à travers tous les détails de la pondération de la sélection, mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on diversifie la sélection pour capturer pour que l'échantillon soit représentatif de la diversité du pays. Ce faisant, on introduit des probabilités de sélection et pour s'assurer que la représentativité est respectée dans le rapport, on pondère en suivant cette probabilité de sélection. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et redonner la parole à Reda pour la suite. Merci, merci Mamadou. Reda, je vais fermer mon écran. Si tu peux partager les ressources et à toi. Ok, très bien. Alors, on va partager cette fois-ci la diapositive avec les ressources. Et effectivement, je suis collé donc tout de suite dans la fenêtre du chat pour l'ensemble des participants. Donc, il y a beaucoup de personnes effectivement qui demandent ces ressources. Donc, les voici. Et évidemment, vous avez également le dossier qui a été mis en place spécialement pour cet événement qu'on a déjà partagé, mais je vois effectivement des gens qui recommencent à demander est-ce qu'on peut avoir les diapositives. Donc, pour ceux qui ont des soucis de connexion, l'enregistrement sera mis à disposition. Et pour tous et toutes, les ressources, y compris donc une ressource qui peut être que peut-être Carolina ou David souhaitent souligner, c'est vraiment donc ce guide pratique pour la mise en œuvre des enquêtes de couverture post-campagne. Avant d'attaquer les questions, Carolina, est-ce que vous souhaitez dire un mot sur cette nouvelle ressource, sur ce nouveau guide pratique? La guide est déjà dans le Dropbox et vraiment, nous sommes ravis de recevoir votre feedback. Et maintenant, je pense qu'on doit passer à les questions. Oui, allons-y alors. Oui. Allons-y. Alors, on a effectivement des questions. Certaines ont recueilli beaucoup de votes qui expriment sans doute une préoccupation légitime de certains participants, mais qui ne sont pas directement liées au sujet du jour et qui est peut-être le résultat du sondage initial où on vous a demandé si vous avez fait partie d'une enquête post-campagne ou d'une campagne de vaccination. Mais commençons tout en haut avec la question de Draman Berthet qui a recueilli 29 votes. Les enquêtes de couverture post-campagne, donc AVS, sont-elles différentes des LQAS ordinaires? Oui, bien sûr. Et vraiment ici, on parle
les 5. Alors, Carolina, moi, je ne vous entends plus et Marie-Ève Burny rapporte qu'elle ne vous entend plus non plus. Il semble y avoir un souci de connexion au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Je peux apporter. Peut-être c'est David qui peut. Oui, David Coffey, Mamadou. c'est à vous. Oui. Oui, merci. Je crois que le LQAS, c'est une autre, je dirais, façon de faire qui, dans sa particularité, ne peut pas donner des niveaux de couverture, mais simplement répondre à une question. Est-ce que la campagne a atteint un niveau donné ou n'a pas atteint ce niveau donné? C'est la grande différence entre le LQAS et puis l'enquête dont nous parlons habituellement. Donc, ce n'est pas la même chose. Ok, merci David Coffey. Alors la deuxième question donc de Marcel Mouketou-Mabika. Quelle différence existe-t-il entre le monitorage indépendant et l'enquête de couverture vaccinale après AVS? Le monitorage indépendant, c'est vraiment une activité pendant la campagne même pour s'assurer la mise en œuvre était bien faite pour la campagne. L'enquête, c'est vraiment après pour savoir la couverture que la campagne a obtenue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter une chose à Mamadou ou à David. Je dirais que le monitorage, comme tu l'as dit, ça se fait pendant. Et l'objectif du monitorage, c'est de pouvoir faire des corrections à temps opportun. Donc, on ne fait pas le monitorage juste pour le faire, mais on fait le monitorage parce qu'il y a des directives. Est-ce que ces directives sont suivies pendant la mise en œuvre de la campagne? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces directives-là soient suivies? S'il y a des difficultés à faire suivre ces directives, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever ces directives, ces difficultés-là? Donc, c'est pendant l'opération, pour maximiser l'opération, donc on fait le monitorage pour faire des corrections au fur et à mesure. Merci. Et aussi, je voulais ajouter que l'enquête vous donne c'est un outil externe, indépendant, qui vous donne le niveau de couverture pour les zones planifiées. Donc, niveau de couverture nationale, évidemment. Et puis, s'il y a des stratifications ou d'autres groupes géographiques ou pas, de donner une évaluation indépendante de qu'est-ce que la campagne a atteint. Donc, en vous donnant un résultat scientifique avec la précision qui va avec. Et d'autres questions parallèles qui peuvent être posées, par exemple, à savoir, est-ce que certains groupes ont été vaccinés plus que d'autres, par exemple, ce genre de questions. Donc, ça, c'est l'enquête qui va pouvoir... Je vais ajouter que... Ah, pardon. Oui, Carolina, vas-y. Oui, je vais ajouter que la question de Mathieu, c'est un peu c'est relationné, le rythme des enquêtes pour corriger les erreurs. Vraiment, la campagne, c'est un peu tard. Le monitorage, c'est plus un outil, c'est la supervision, c'est plus outil pour faire les corrections pendant la campagne. L'enquête, normalement, nous donne des résultats un peu tard pour nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Là, on ne vous entend plus. Il semble y avoir un problème avec votre... Tranche d'âge, par exemple. Et donc, ça, c'est un peu la réponse. Reda? Oui, alors Carolina, il semble y avoir un problème de micro. Soit le micro était bouché par une main ou un doigt, soit il y a un problème de connexion. Je ne sais pas lequel, mais on n'a pas tout entendu. Poursuivons avec Techno P701, donc quelqu'un qui n'a pas pu inscrire son nom. Il suffit de cliquer sur renommer dans Zoom pour qu'on puisse voir votre nom et non pas le nom de votre appareil.
Comment fait-on? Donc ça, c'est une des questions à laquelle je me référais plus tôt, mais on va la poser quand même puisqu'elle a recueilli 18 votes et exprime une préoccupation de certains des participants. Comment fait-on pour faire partie d'une équipe d'enquêteurs pour une enquête post-campagne? Je ne sais pas si David Coffey peut partager sa grande expérience et donner des conseils à ceux qui souhaiteraient justement s'inscrire dans ce champ des enquêtes qu'il connaît bien. Je dirais que la première des choses, c'est d'abord se faire connaître par ceux qui organisent ou planifient des enquêtes, parce que s'ils ne vous connaissent pas, ça va être difficile de vous mettre dans leur équipe. C'est donc au niveau national, se présenter aux responsables du PEB, au niveau du ministère et même au niveau des instituts de statistiques pour qu'ils sachent que vous êtes là et qu'en cas de besoin, vous pouvez être donc sollicité. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il ne suffit pas d'être dans une équipe, mais il faudrait que vous vous apprêtiez à être dans une équipe. Parce que si vous êtes dans une équipe et qu'apparemment vous n'apportez pas grand-chose, soyez sûr que la prochaine fois qu'ils vont constituer l'équipe, vous ne serez pas dedans. Donc, il y a deux choses, vos compétences que vous devrez acquérir vous-même et puis vous faire connaître. Et quand on vous met dans une équipe, faites en sorte que demain, on puisse encore vous réclamer dans cette équipe ou bien même vous recommander dans une autre équipe. Merci. Merci David. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui souhaitent ajouter quelque chose pour cette question? Sinon, on va poursuivre. Alors, une question anonyme qui est la suivante. Après combien de jours de la vaccination peut-on commencer l'enquête post-vaccinale? Alors, il y a peut-être une clarification sur les termes et ou des précisions à apporter. Alors, je dirais qu'il n'y a pas un délai limité, c'est d'être prêt. Si on est prêt, comme je l'ai dit pendant la présentation, si vous êtes prêt, normalement, une semaine après la fin de la campagne, vous pouvez commencer votre enquête sur le terrain. Donc, il n'y a pas un délai en tant que tel, mais le seul délai, c'est d'être prêt. Si vous commencez votre préparation un peu plus tôt, eh bien, dès une semaine après votre campagne, vous pouvez faire votre enquête. Merci. Après une question de André Boppé, les ECV post-AVS sont-elles obligatoires après toutes les campagnes? Par exemple, actuellement dans ma province, on vient de vacciner contre le choléra. Une enquête de couverture vaccinale est-elle donc indispensable? Alors, il y a un très fort écho, Carolina. La réponse est non. C'est pas indispensable pour chaque campagne. C'est nécessaire pour les campagnes qui sont appuyées pour le Gavi, mais toujours c'est une bonne idée d'avoir une évaluation externe indépendante de la couverture que vous avez obtenue. Mais normalement, c'est nécessaire pour savoir, par exemple pour la rougeole, l'alvéole, où à quel niveau on a arrivé vraiment, parce que les données administratives ne nous donnent pas la bonne notion. Mais pour les autres types de campagnes, ça dépend beaucoup des scénarios et la raison. Si c'est une campagne de réponse en flambée, etc., ce n'est pas toujours nécessaire à vous. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter sur ce point-là de la part d'autres présentateurs? Sinon, on va passer à la question de Mbayol Tamaji. Et ce que je vais vous proposer pour la suite des choses, c'est puisqu'il y a environ 40% parmi les participants, donc presque la moitié quand même, qui préparent ou travaillent sur une campagne ou sur une enquête, et donc sur l'enquête qui suivra la campagne, on va peut-être se tourner vers les participants pour qu'ils nous décrivent la campagne et posent les questions qu'ils ont justement sur ces enjeux de qualité. Mais donc réfléchissez si vous travaillez actuellement sur
une campagne et en particulier sur l'enquête qui va suivre celle-ci, préparez-vous, on va peut-être vous demander de lever les mains et vous pouvoir écouter de vive voix quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés. La question de Mbayol Tamaji. Bonjour, y a-t-il une nouvelle mise à jour de la méthodologie des enquêtes rapides de convenance qui se font pendant la mise en œuvre de la campagne en attendant les enquêtes post-campagne? Alors, je me tourne logiquement pour commencer vers Carolina, qui peut ensuite renvoyer vers d'autres présentateurs. Comme ça, on évite d'avoir une longue pause avant d'avoir un début de réponse. Tu peux répéter la question parce que j'ai changé d'appareil et donc j'ai perdu la question. D'accord. Alors, la question, c'est celle de Mbayol Tamaji. Bonjour, y a-t-il une nouvelle mise à jour de la méthodologie des enquêtes rapides de convenance qui se font pendant la mise en œuvre de la campagne en attendant les enquêtes post-campagne? Je sais que l'UNICEF travaille sur ça et ça la manière de faire, il y a des variations entre les régions. À Paro, où j'ai travaillé avant là-bas, des Amériques, l'Amérique latine, nous utilisons une méthodologie, mais Afro, la sienne, donc non, ça n'a pas changé, pas encore. Et c'est toujours vraiment faire vite, mais savoir que ça ne nous donne pas la couverture, ça nous donne une idée de où est mal vacciné, où est bien vacciné. À vous. Je voudrais ajouter que ces enquêtes de convenance rentrent dans le cadre global du monitorage. Donc, ce n'est pas vraiment des enquêtes pour avoir des couvertures, mais c'est pour situer là où éventuellement, pendant la mise en œuvre de l'enquête, on devrait pouvoir apporter un soin particulier. Merci. Aussi, juste pour faire une petite contribution ici, c'est que souvent, le LQS est utilisé pour juste voir si le niveau a dépassé ou en dessous d'un certain niveau. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est le LQS, il devient une enquête de convenance. Parce que si on suit la méthodologie LQS rigoureusement, c'est une enquête aléatoire. Mais la façon dont c'est implémenté, c'est souvent devient une enquête de convenance. Mais de façon générale, souvent le LQS est utilisé pour savoir si on a atteint ou pas un certain niveau. Merci. Merci à tous les trois intervenants pour cette réponse donc, à la question de Mbayol Tamaji. Après, nous avons donc, je vous demande aux participants de vous préparer. On va vous demander donc de lever votre main le moment venu, uniquement si vous travaillez actuellement sur la préparation dans le cadre d'une campagne, donc de son enquête post-campagne. Et à ce moment-là, on vous demandera donc de nous dire quels sont les défis, les difficultés dans la préparation ou dans la réalisation. Donc, on va venir vers vous, mais pour l'instant, on poursuit avec les questions. Amadou Kaboré, quel est le délai indiqué pour réaliser une enquête de couverture vaccinale après la campagne? Et on a donc une réponse d'une survey scolaire, Solange Wegang Yudom, qui dit ceci doit se faire après la campagne, de façon à avoir une trace physique de la campagne. Des compléments ou des précisions à ajouter de la part du panel? Je voudrais dire que, on l'a répété, il n'y a pas en termes de délai minimum, mais il y a un délai maximum qui est fixé, je crois, par Gavi, dit que ça doit se faire dans les 3 mois. Mais je pense que 3 mois, c'est beaucoup et on devrait pouvoir travailler à réduire le moment entre la fin de la campagne et le début de l'enquête. Au moins 1 ou 2 semaines serait largement suffisant. Merci. Moi, je voulais ajouter quelque chose. En fait, Dr. Kofi avait aussi répondu précédemment en disant que plus tôt possible après la campagne, 1 semaine, c'est faisable. Je voulais apporter une clarification pour les participants qui n'auraient pas beaucoup d'expérience. L'enquête demande beaucoup de préparation pour pouvoir aller sur le terrain.
Donc, quand Dr Kofi dit qu'on peut aller une semaine après la campagne, cela suppose, comme il a très bien noté, qu'on devrait être prêt pour y aller. Et donc, il y a beaucoup de choses comme contacter l'INS, l'Institut de statistique, pour avoir les grappes, pour faire la sélection des grappes. Beaucoup de choses se font sur papier avant d'aller sur le terrain, former le comité, etc. Si on commence une campagne et qu'on sait qu'on va faire une évaluation par enquête, on peut faire beaucoup de choses pour être prêt dès que l'enquête finit pour aller sur le terrain. Donc, quand on dit qu'il faut être prêt pour aller sur le terrain une semaine, 2 semaines après, ça ne veut pas dire que c'est là qu'on commence toutes les activités. Ça veut dire que la préparation est commencée depuis et que peut-être que les grappes sont déjà sélectionnées, etc., etc. Merci. Très bien. Alors, la question suivante de Yaya Issaka Daoud sur les enfants dits nomades en cours de sédentarisation qui ne figurent pas dans la cible de vaccination. Est-elle éligible pour une enquête post-campagne dès lors que la statistique n'a pas prévu leur cible? Je voudrais savoir si ces enfants, il s'agit des enfants qui ont l'âge requis pour être vaccinés pendant la campagne. Si ces enfants ont l'âge requis pour être vaccinés pendant la campagne, mais ils sont d'office inclus dans l'enquête. Merci. De ma part, ça nous pose beaucoup de problèmes des fois parce que vraiment, on veut les vacciner et vous êtes correct, des fois, ils ne sont pas dans la base des sondages et on doit chercher et prévoir comment on va s'assurer qu'ils peuvent faire partie de l'échantillon et même on peut essayer de sur-échantillonner les populations en particulier. À vous. Peut-être Mamadou peut nous dire un peu plus des points de vue statistiques. Oui, en fait c'est un problème très complexe. Donc, d'une façon générale, comme Dr Kofi l'a dit, un enfant ne devrait pas être exclu de la cible juste parce qu'il est nomade. Donc ça ne devrait pas, en principe, être un critère d'exclusion. Maintenant, le fait qu'il est nomade, ça crée beaucoup de difficultés. Par exemple, on a dans les deux directions. Les gens qui sont nomades internes et les gens qui sont nomades dans les pays frontaliers ou dans les zones frontalières, par exemple. Donc, la difficulté, si sont nomades internes, si on choisit les grappes et puis que dans les grappes, on vraiment, ce qu'on définit comme étant un ménage, ce n'est pas seulement les maisons bien définies, mais toutes sortes de campements et autres, on espère qu'avec un travail rigoureux, on va capturer une grande partie des nomades, où on va pouvoir inclure ces populations-là dans l'échantillon. Donc, ça suppose qu'on définit un ménage comme étant toutes les structures, autant bien campement que local, bien définies, etc. Et si on sait que dans une zone, on a un problème de nomadisme, peut-être qu'on peut avoir une ou deux questions pour essayer de capturer cette population-là pour faire des analyses secondaires. Une des problématiques qui complique la chose, c'est qu'il peut y avoir des mouvements à l'extérieur de la zone de définition de l'échantillon. Par exemple, si c'est national, peut-être que c'est frontalier et l'enfant n'était pas là durant la campagne et maintenant il est là. Ou l'enfant était là durant la campagne, maintenant il est sorti. Donc, il faut bien maîtriser la période de l'enquête pour que dans le questionnaire, avec des populations comme ça, qu'on s'assure que les questions qu'on utilise pour savoir est-ce que l'enfant est éligible pendant par rapport à la durée de l'enquête soient bien administrées et que les raisons de non-éligibilité, si c'est par mouvement, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas dans la population cible, soient bien documentées. Donc, je dirais que c'est beaucoup un problème d'implémenter de la meilleure façon possible l'enquête. Et si un pays
ou une zone du pays, on sait qu'on a ce problème de mobilité-là, que depuis le design, qu'on en prenne en compte dans les questionnaires, dans l'implémentation, pour prendre en les cas de figure qui peuvent arriver, qui peuvent faire que l'enfant soit exclu ou pas de la population, ou qu'on puisse faire des analyses secondaires après pour mieux comprendre la situation pour la prochaine fois. Merci. Merci donc pour ces réponses à la question posée par Yahya Issaka Daoud. Alors, il nous reste 15 minutes. Je vois une question à laquelle il est facile de répondre. Donc, Nicolas Kiendre-Beogo qui demande: peut-on avoir le guide des enquêtes de couverture vaccinale? La réponse est oui. Évidemment, elle se trouve sur le site de l'OMS. Donc là, je viens de partager le lien et il est affiché bien sûr sur justement les ressources utiles. Donc, que je reposte dans le chat, dans le dialogue en direct. Alors maintenant, je vais baisser toutes les mains qui sont affichées et je veux juste demander à Carolina si elle est partante pour cet exercice qui consiste donc à demander à un participant de nous présenter un petit peu l'enquête post-campagne qu'il ou elle prépare. Je vais répondre à d'autres questions. Oui, Okay. Il y a une question très importante de l'analyse. L'analyse doit être pondérée, comme Amadou a expliqué. Et la pondération, on fait l'analyse, on ajoute les poids pour chaque enfant. Et les poids, c'est en relation avec la probabilité de sélection. Pour ça, même si on fait la pondération au niveau de l'analyse, au niveau de l'enquête, de la préparation de la collecte de données, on doit collecter combien de sondes de dénombrement, par exemple, combien de grappes en total on avait et combien on était tirés, sélectionnés. Et après, dans chaque grappe, combien de ménages en total on avait et combien on était tirés, etc. Donc, même si l'analyse, on fait la pondération à niveau de l'analyse, pour la planification et la mise en œuvre, on doit prévoir obtenir les données nécessaires pour la pondération. Il y avait une autre question sur un logiciel d'analyse. On a, mais vraiment, on essaye de faciliter les choses avec un peut-être plus simple. Maintenant, on a un Stata. Donc, pour les participants, pour les personnes qui connaissent bien les logiciels Stata, peut-être ça, c'est plus facile. Sinon, on est en train on a des guides de comment on peut créer les indicateurs, etc. Mais le logiciel, maintenant, c'est qu'un Stata. Reda, maintenant, c'est la dernière partie pour les participants de partager leur expérience. Voilà, tout à fait. Alors, je vais donc baisser toutes les mains et donc lever votre main uniquement si vous êtes impliqué actuellement. Là, vous êtes en plein préparatif d'une campagne et en particulier de l'enquête qui va se dérouler ou qui est peut-être en cours de déroulement donc suite à cette campagne. Voilà, donc on a Farhan Ali, Marie-Josée Kikoubora. Alors, ok, donc nous avons au moins 6 personnes qui sont prêtes à nous en parler. Je vais choisir Marie-Josée Kikoubora. Donc, Marie-Josée, il faudra maintenant activer votre micro. Activez votre micro, donc cliquez sur le petit bouton. Voilà, c'est bon. Bonjour Marie-Josée Kikoubora. Ok, merci. Bonjour. Dites-moi à partir d'où vous vous connectez. Je suis en RDC dans la ville de Kisangani. D'accord, soyez la bienvenue. Dites-nous alors, résumé pour nos intervenants, quelle est la campagne et quelle est l'enquête post-campagne sur laquelle vous travaillez? Quel est le principal défi ou la question sur laquelle vous souhaitez interpeller ou interroger les experts ici réunis? Oui, nous sommes dans l'enquête post-campagne de rougeole. Nous avons organisé la campagne en avril, fin avril-mai. Et maintenant, actuellement, nous avons commencé la campagne l'enquête post-campagne dans 13 zones de santé, donc 13 districts. Et pour nous,
D'abord, l'équipe, on a changé, on a utilisé effectivement les nouveaux kits. Et la seule préoccupation, c'est les grappes de ménage. Parce que la différence avec l'ancien guide, c'était on allait dans les ménages. En fait, on choisissait les enfants, un enfant dans le ménage. Et maintenant, on doit remplir, on doit avoir tous les enfants. Si on peut les avoir dans un ménage, on peut le prendre déjà. Et sinon, on peut passer au ménage pour avoir les... Pour nous, on est en train de se dire, est-ce que ça risque pas ça risque de ne pas donner la vision globale de la campagne telle que ça s'est passé, parce que nous trouvons dans certains milieux où il y a des ménages qui sont concentrés et on peut arriver à trouver tous les enfants dans une seule parcelle avec plusieurs ménages. Ça, c'est les défis. Nous avons aussi un deuxième défi, effectivement, c'est l'accessibilité géographique. Nous avons des zones, des aires de santé inaccessibles sur le fleuve Congo. Et donc, c'est un deuxième défi aujourd'hui. J'ai eu à répondre à des questions pour les enquêteurs et même pour les superviseurs qui sont sur le terrain actuellement, pour les aider un peu de voir comment ils doivent accéder à toutes ces aires de santé. Bien sûr que le nombre de jours risque de ne pas être respecté à cause de cette accessibilité difficile. Merci. Alors, est-ce que les intervenants, est-ce que vous avez des questions complémentaires ou des précisions à demander à Marie-Josée Kikoubora? Sinon, je vous propose donc de faire un tour de table pour lui apporter donc. Pour moi, pardon, oui. C'est une chose que c'est une clarification qui vraiment c'est importante, c'est que avec la nouvelle méthodologie, la sélection c'est des ménages. Ça, c'est le deuxième degré de sélection. La première, c'est le tirage de grappes, après des ménages. Donc, et ce n'est pas un quota. On n'a pas arrivé à avoir X nombre d'enfants. C'est très important. Donc, pour la grappe, on peut choisir, je ne sais pas, 50 ménages et on va faire l'enquête pour les enfants éligibles, s'il s'agit d'une campagne avec un grand tranche d'âge, je ne sais pas, de 6 mois à 19 ans, peut-être une campagne rougeole, rouvéole, etc. Ça, on peut sélectionner quelques enfants, pas tout. Je vais passer à Mamadou ou David, vraiment, il faut qu'on fasse la clarité sur ce point. Oui, moi j'ai suivi, mais étant donné que l'enquête est déjà en cours, je n'ai pas bien compris. Est-ce que ils ont fait la sélection des ménages, auquel cas il aurait fallu calculer un nombre de ménages à enquêter, et une fois ce nombre de ménages à enquêter est connu, on va dans ces ménages-là, on sélectionne ces ménages et c'est dans ces ménages qu'on va faire l'enquête. Étant donné que pour faire la sélection des ménages, on a deux possibilités. La première, c'est la fameuse segmentation de la zone de dénombrement en unité capable de contenir le nombre de ménages qu'on souhaite, ou bien alors aller sur place, compter tous les ménages de la zone de dénombrement et choisir le nombre de ménages souhaités. Et ensuite, on va dans ces ménages-là pour faire l'enquête. Et une fois on est dans un ménage qui a été préalablement sélectionné, on peut soit prendre tous les enfants qu'on trouve, tous les éligibles qu'on trouve, ou alors prendre une fraction de ces éligibles. Donc, je n'ai pas très bien compris comment le processus de sélection des ménages a été fait. OK. Le processus de sélection, en fait, c'est que on doit aller sur le terrain et c'est sur le terrain qu'on arrive à faire l'identification des ménages. Donc, si
c'est dans un milieu où il y a plus de ménages, on va effectivement répartir les quartiers et choisir les ménages. Et c'est à ce moment-là qu'on entre pour identifier les enfants. Donc, voilà. Bon. Allô? Oui. Juste une question. Comment vous avez choisi les localités où vous devez aller? Allô? Allô? Oui, donc une question de Mamadou Diallo. Comment avez-vous choisi les localités dans lesquelles vous devez vous rendre? Et je vous remercie, Marie-Josée Kikoubora, de vous être prêtée à cet exercice pour nous parler dans le vif du sujet. Mais est-ce que vous pouvez répondre à la question de Mamadou Diallo? Marie-Josée Kikoubora, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, les localités étaient choisies par le niveau national. Allô? Je crois que j'ai un problème de réception. Hein? Non, on vous écoute, on vous entend. Tous les messages, mais au moins j'ai compris que... Oui, ok. Donc les localités ont été déjà identifiées. On a communiqué au superviseur qui est sur terrain, les localités, et maintenant ils y vont. Et quand ils arrivent dans la localité, c'est à ce moment-là qu'ils identifient les ménages et ils font le choix des ménages à enquêter. Donc, c'est comme ça. Donc, je fais juste demander parce que c'est pas... En fait, ma question, c'est qui a identifié ces localités-là? Parce que... À niveau national, donc, il y a un superviseur de l'enquête, un coordonnateur, qui a identifié les ménages au niveau national et il a communiqué au superviseur qui est sur le terrain. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que si les communautés ont été choisies sur la base de la connaissance de quelqu'un du pays, on peut ne pas couvrir beaucoup de zones. Par exemple, on parlait des zones nomades de campement. On peut ne pas connaître ces localités-là. On peut ne pas savoir qu'il y a un nouveau village qui a été construit dans une certaine zone depuis au nouveau quartier qui est sorti de terre dans une périphérique de ville. On risque de ne pas couvrir. On peut penser qu'il y a une localité dans une telle zone et puis la localité n'est plus là. Donc, quand on choisit des localités par rapport à nos connaissances, c'est la convenance et on peut ne pas avoir connaissance. Oui. Donc, c'est pour ça que je demandais au début, si c'est des grappes qui couvrent tout le pays et que c'est choisi aléatoirement, on a couvert tout le pays, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était une des remarques. L'autre remarque, c'était, comme vous disiez, il y a des difficultés sur le terrain parce qu'il y a des difficultés d'accessibilité. Donc, un des problèmes, c'est que si ce n'est pas choisi à l'avance, si vous arrivez dans une zone et qu'il y a des difficultés extrêmes d'accessibilité et que c'est laissé à l'équipe de terrain d'y aller, il risque de changer un petit peu et puis d'aller là où c'est un peu plus simple parce que les difficultés d'accès sont extrêmes. Je sais que l'enquête, le coordinateur au niveau national ou les gens qui pilotent l'enquête peuvent faire un monitorage à un certain niveau au niveau national, mais quand même, certaines décisions vont être laissées à l'équipe de terrain. Et s'il y a encore une fois des accessibilités très compliquées, naturellement, je pense que tout être humain est tenté d'aller vers une solution un peu moins extrême. Mais si c'est choisi à l'avance, ils n'auront pas le choix de trouver une solution pour enquêter ces gens-là. Et le fait de ne pas aller à ces situations extrêmes va faire qu'on ne va pas enquêter là où probablement on n'a pas aussi vacciné parce que c'est ces zones-là aussi qui sont les plus difficiles d'accès pour la vaccination. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi, par exemple, le guide de l'OMS demande à ce que ce soit aléatoire, pas sur convenance, mais aussi que ce soit prédéfini au niveau où on doit aller faire l'enquête. À vous. Merci Marie-Josée Kikoubora. Alors, un point d'ordre
sur l'horaire, nous sommes donc à la 29e, donc à la 90e minute. On va faire un point avec, on demandera à Carolina ce qu'elle propose, si elle propose de prolonger cette discussion. Mais d'abord, le commentaire ou la réaction de David Kofi. Oui, je voudrais rappeler que dans les nouvelles directives, ce ne sont pas des localités qu'on choisit. La première sélection se fait sur des zones de dénombrement et non pas sur des localités. Et après le choix des zones de dénombrement, c'est à l'intérieur de ces zones de dénombrement, pour éviter les problèmes dont Mamadou a parlé, qu'on va choisir les ménages. Et après le choix des ménages, on va dans les ménages sélectionnés pour enquêter sur les éligibles. Donc, il faut bien que ces trois niveaux soient bien clairs. Merci. Alors, nous sommes arrivés donc à la 90e minute. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Peut-être qu'il y a effectivement, vu le nombre de questions posées, vu le nombre de participants qui sont restés jusqu'au bout de l'événement, peut-être qu'il y a matière à imaginer une suite, un autre événement qui suivrait celui-là. Carolina Danovaro, quel est votre sentiment? On fera bien sûr au minimum un dernier mot de conclusion des intervenants. Mais qu'est-ce qui vous semble important maintenant? Merci. Pour moi, je pense que ça m'a surpris un peu le niveau d'intérêt. Je demande les participants de s'enregistrer à TechNext, par exemple, et continuer la conversation, le dialogue, de poser les questions, etc. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de questions, il y a des questions de budget, la situation des accès difficiles, l'échantillonnage qu'on a écouté que ce n'est pas toujours trop clair. Et on peut rester, si les gens peuvent rester 10 minutes, mais sinon, je pense qu'on peut continuer la session un peu à TechNet. Mais je peux rester 10-15 minutes, mais je ne sais pas si les autres... Alors, je ne suis pas sûr que tous les intervenants soient en mesure de le faire, mais je pense que David Kofi a aussi fait référence donc, aux surveys scolaires qui sont dans chaque pays, qui sont aujourd'hui, qui sont de plus en plus dans certains pays déjà organisés avec d'autres scolaires, donc des personnes qui ont terminé un programme, un ou plusieurs cours dédiés à la réflexion, à la contextualisation des lignes directrices de l'OMS. Donc, cela peut être des personnes ressources en ce qui concerne les surveys scolaires, ceux qui travaillent sur les enquêtes. Je vous propose donc qu'on fasse un dernier tour des intervenants, un mot de conclusion, ce qui nous emmènera probablement à la 40e minute pour terminer avec un peu de retard, mais pour bien faire les choses et bien mettre un point de suspension à cet événement. Merci. Moi, je voudrais donc remercier tous les intervenants, les organisateurs et surtout les surveys. Mais je voudrais dire une chose, d'avoir assez de prudence. Parce que lorsqu'on est scolaire, on est supposé avoir été imprégné des différentes directives. Et faisons attention, quand on est sorti du scolaire ou bien pendant qu'on est scolaire, tout ce que nous allons faire va refléter la formation que tout le monde reçoit. Donc, avant de commencer une enquête, j'aimerais que chacun puisse relire le manuel, relire l'ensemble des ressources et poser des questions à Carolina ou à moi-même ou à Mamadou ou à toute autre personne avant de commencer une enquête, parce qu'on souhaiterait qu'en tant que scolaire, quand vous êtes dans une enquête, que cette enquête-là respecte les directives de l'OMS pour les enquêtes de couverture vaccinale. Merci David. Donc Mamadou Diallo et ensuite Carolina Danovaro et Carole Tevi donc du siège de l'OMS pour conclure. Oui, moi je voudrais juste remercier les participants à cette session.
Je pense que ce qui est important, c'est vraiment ce que Dr. Kofi a dit. Il faut vraiment que, je pense que maintenant, les ressources sont disponibles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en ligne et il y a une communauté pour supporter. Implémenter une enquête, c'est jamais la même chose que lire des guides. Ça, on est d'accord. Donc, quand on va être nouveau et on commencer à mettre en œuvre une enquête, il y a tous ces guides-là, on peut se sentir débordé ou on peut se sentir pas à la hauteur, etc. C'est comme ça. Je pense qu'il faut avoir le réflexe de revenir vers les groupes. Le technique est là, les scolaires, le groupe scolaire est là, les contacts, l'information de contact de Carolina, moi, David et les autres sont là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter vraiment à demander de l'aide et il ne faut pas penser qu'une question est trop petite ou essayer à proposer. Donc, je vous invite vraiment à prendre ces directives-là avec l'esprit pour améliorer vraiment la qualité. Et de ce point de vue-là, essayer de mettre en œuvre les directives de la façon la plus correcte possible. Et on est là pour vous supporter et vous aider à réussir cette entreprise. Donc, je remercie tout le monde pour la participation et j'espère voir plus d'enquêtes de couverture qui suivent la nouvelle directive de l'OMS. À vous, merci. Alors, Carolina Danvaro et Carole Tevi. Carole, elle devait partir, donc elle est sortie. Mais moi, vraiment, je répète que le niveau d'intérêt, c'est incroyable. Et je comprends qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de matériel et d'équipes. Il y a des gens qui sont déjà formés à niveau de chaque pays. Et comme David a dit, c'est très important de poser les questions, même quand on commence à penser de faire une enquête, pas après. Parce que vraiment, avec les bons plannings, on peut prévoir comment on va travailler sur le terrain dans ce contexte, dans ces pays, dans ce temps de l'année, etc. Et bon, tous les outils sont là. Je propose d'enregistrer le TechNet. On a ici Dove, Jojo Sava et aussi on a Alain Blaise qui ont déjà appris comment on peut enregistrer dans les groupes et aussi dans chaque pays, vous savez, les équipes scolaires qui sont déjà formées et pour vous guider un peu pour les matériels, les ressources. Merci à tout le monde. Et Reda, c'est pour finir, je pense. Oui, merci Carolina. C'est le mot de la fin te revient, mais j'espère certainement pour notre part, il me semble qu'il y a matière à avoir une suite, à imaginer la suite qui pourrait aller dans le sens donc de cette diffusion plus large et de cet engagement, quasiment un engagement moral pour la qualité des enquêtes et pour leur pertinence pour les pays. Merci à toutes et à tous. C'était donc ce qu'on a appelé, ce qu'on espérait un petit peu de nos voeux serait un grand événement. Cela me semble avoir été le cas. J'espère qu'il vous aidera à vous, chacun d'entre vous, dans votre travail quotidien, de mieux réfléchir pour mieux faire, pour aller vers de meilleurs résultats de la vaccination. Bien à toutes et à tous, aux scolaires et à ceux qui le seront peut-être bientôt. Et en tout cas, nos chaleureuses salutations depuis Genève en Suisse et à bientôt. Merci.